voilà, donc au sujet de l'exposé tu viens de faire, il serait peut-être plus convivial dans l'explication, dans la transmission. Oui, mais moi je peux parler de ressourcement, Voilà, de absolument. retour, Voilà, absolument. oui, Plus convivial dans la oui, transmission. voilà, Voilà. oui. Donc ressourcement. Mais c'est vrai que j'aime bien certaines images liées à la vaisselle. Par exemple, je dis par exemple toujours les assiettes propres, elles se ressemblent et on trouve l'unité des assiettes. Et quand on les salit, on a l'impression que le monde devient beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que la saleté complexifie, la saleté crée de la diversité, comme la maladie aussi. La maladie fait que chaque individu est un cas particulier et la saleté crée aussi la saleté aussi crée un sentiment de différence. Alors la saleté, ça aussi il faut essayer de trouver un un niveau autre mot. concret, quand on Oui, concret, oui, le côté concret. On peut transposer au niveau humain autrement, ça, c'est Oui, clair. ça je pense que pour justement que ce soit plus convivial Il y a une forme d'aliénation, si tu préfères. Moi, c'était un peu beaucoup, mais cette idée d'être. Moi, j'aime bien le mot fascination. Mimétisme, voilà. Ça c'est bien. Donc on est la phase 2, que j'ai décrit tout à l'heure, c'est une phase mimétique, c'est-à-dire qu'une phase où on va tellement vers l'autre, on va l'imiter et qu'on va lui emprunter ses valeurs à lui. Bon, dans une sorte de brassage. Et à un moment donné, on y sera d'accord là-dessus, à un moment donné, il va falloir se recentrer, se ressourcer, se ressaisir. Parce que c'est le cycle qui demande justement à qu'à nouveau on fasse le travail. Et c'est une sorte de mythe de Sisyphe, c'est-à-dire qu'il faut toujours recommencer. On va vers l'autre, à un moment donné il faut se dégager de l'emprise de l'autre, il faut retrouver sa propre identité, et puis à un moment donné on va à nouveau vers l'autre, et ainsi de suite, sans fin. Un processus qui n'en finit jamais. Oui, mais c'est ça l'intérêt justement. Bon. Donc là, quelque part, on passe de l'un au multiple. Ça, c'est aussi un sujet qui me paraît très important. Et là, on tombe sur la question du masculin et du féminin. Les hommes ont un talent particulier pour se singulariser. C'est-à-dire pour créer des personnages qui sont relativement incomparables. Voilà, et dont on va parler, des héros dont on va parler. Les femmes, elles, leur génie, ce serait plutôt d'être celles qui vont diffuser, en quelque sorte. Alors, moi, je dis toujours, une expression qui ne plaît pas toujours, les femmes ne comptent que par leur nombre. C'est-à-dire que c'est le nombre des femmes qui va désigner en convergeant vers un élément, un pôle, qui va désigner l'importance de ce pôle. Donc il y a là forcément une dualité très, très curieuse, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, les femmes, une femme, comme on dit, il y a une expression, une hirondelle ne fait pas le printemps. Une femme qui va vers un homme, ça ne veut rien dire. 100 femmes qui vont vers un homme, ça veut dire quelque chose. C'est ce que je veux dire. C'est effectivement, le pouvoir féminin, c'est le pouvoir de converger vers quelqu'un, pour lui donner une sorte de position centrale qui va lui donner la possibilité de féconder. Alors, là, on tombe dans une autre problématique qui est un peu liée à ce que je viens de dire, c'est qu'il y a un moment donné où celui qui a... si tu veux, au fond, il y a un moment donné où il faut que chacun fasse un travail sur lui-même, et à un moment donné, ceux qui ont abouti de la façon la plus caractéristique vont transmettre leur message. Mais pour cela, il faut que les femmes soient ouvertes. C'est-à-dire qu'elles soient... Alors, je ne vas peut-être pas aimer ce mot, non pas qu'elles soient en quelque sorte... Réceptives. Non, qu'elles soient réceptives, mais pour être réceptives, il faut qu'elles soient vidées. Ok. Décidément, oui. Ton vocabulaire il tourne. Il faut qu'elle soit pour être... Si je suis plein, quel est l'opposé de plein? C'est bien vide. Oui, tout à fait. Donc, Ça, c'est si je suis yang et plein, yin je aussi. ne peux pas recevoir. C'est yang et yin aussi. Bon, voilà. Donc si je ne peux pas être dans une position de récepteur si je suis plein. Bah, c'est pour tout le monde pareil. Hein. Comment? C'est pour tout le monde pareil. Oui, donc il faut bien que, à un moment donné, les récepteurs
renouvellent leur contenu et donc se vident de l'ancien contenu pour s'ouvrir à un nouveau contenu. De la même façon, une femme, elle a besoin de se libérer de l'enfant qu'elle porte pour pouvoir en avoir un nouveau. Ok. Donc il faut que... Donc, je sais que c'est des expressions qui sont un peu bizarres, mais il y a un problème de vacuité, de se vider, et donc quelque part de se nettoyer, parce que quelque part, vider et nettoyer, ça va ensemble. Bon, donc c'est effectivement un langage de plomberie, si on veut, mais c'est comme ça. Donc, effectivement, une femme qui n'est pas capable de se renouveler, c'est-à-dire de s'ouvrir à autre chose, et qui garde indéfiniment le même contenu, il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un problème parce que il faut qu'à chaque cycle, en quelque sorte, elle soit capable de recevoir quelque chose de nouveau. Et c'est pour les hommes pareil, hein? Mais pour les hommes, c'est tout à fait différent. Parce que pour les hommes, il est évident qu'il faut qu'ils se renouvellent. Ah. Mais il faut qu'ils se renouvellent pour avoir quelque chose de nouveau à donner et pas à recevoir. Ah, ok, donc c'est dans ce sens-là. Ok, d'accord. Ok. Donc effectivement, ça y est, tu as précisé ta pensée. Il est évident que s'il ne se renouvelle pas, le problème ne se pose même pas. Tu as précisé ta pensée. Oui. Donc en effet, dans les réceptions. Le rôle des hommes, c'est aussi, à un certain moment, alors si on prend au niveau individuel, on a pris sur le plan collectif, et à un certain moment, les hommes doivent effectivement... il faut qu'ils retrouvent... Alors, et là, ça pose un problème très intéressant, ma chère Véronique, c'est-à-dire que c'est la différence entre intériorité et extériorité. L'homme doit être riche de son intériorité. Il faut qu'il puisse en lui-même et non pas à l'extérieur de lui-même. Alors que la femme, elle tend à attendre quelque chose de l'extérieur. Ce qu'on pourrait appeler l'acquisition, ce qu'on peut appeler l'apport extérieur, elle est beaucoup plus consciente qu'un ajout qui vient, le mot ajout d'ailleurs, je leur plaît beaucoup souvent, il faut ajouter quelque chose, il faut se faire aider par quelque chose. C'est un nouvel ajout. Voilà. Pas un nouvel ajout, mais un jour. Oui. De toute façon, il faut qu'elle se mette aussi à jour. Oui. Et c'est tout le problème. C'est un mot que j'aime bien. Donc, un ajout. Il faut qu'elle se mette à jour. C'est de la broderie. Donc effectivement, elles sont disposées à accueillir quelque chose qui vient de l'extérieur. Alors que l'homme, lui, quelque part instinctivement, il ne va accepter que ce qui vient de l'intérieur. C'est-à-dire de ce qui vient de lui-même. Et c'est ce qui fait que quelque part, ce sont des mauvais récepteurs dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pour ça que paradoxalement, l'homme, à un moment donné, l'homme qui est épanoui, qui a des choses à dire, il va vers les femmes pour pouvoir justement transmettre. Et pas vers d'autres hommes, parce que les autres hommes, eux, ils ne sont pas dans cette position-là. Donc on voit bien qu'à un moment donné, il y a une complémentarité. On parle tout le temps de complémentarité. Cette complémentarité, c'est une complémentarité qu'on pourrait... Alors j'ai employé l'autre jour un mot qui n'a pas plu à mon ami Marc Cohen, que tu connais, j'ai vu hier, qui n'a pas plu à sa copine Christine non plus, à savoir la notion de polygamie. Et la polygamie, sur le plan conceptuel, ça veut dire véritablement une fécondation non pas d'un seul partenaire, mais d'un grand nombre de partenaires. Alors moi, ce que je voudrais pour le XXIe siècle, c'est une nouvelle conscience féminine où la femme prend conscience que son pouvoir, c'est le pouvoir pluriel. C'est-à-dire que l'homme, lui, il est prisonnier de sa singularité en tant qu'individu, parce que justement tout homme quelque part est isolé des autres hommes, parce qu'il est dans une sorte de recherche intérieure, et la femme, elle a le pouvoir de décider en quelque sorte quels sont les hommes qui vont avoir le droit de les féconder en quelque sorte. Féconder non seulement physiquement, mais mentalement, mais intellectuellement, etc. etc. Et ce que je vois, c'est qu'il y a une plus grande solidarité entre les femmes. Or, justement, aujourd'hui, je m'aperçois que les femmes ne sont pas vraiment solidaires entre elles. Pourquoi ? J'en parlais tout à l'heure, j'en suis passé tout à l'heure en venant ici. Je disais, par exemple, quand on dit à une femme quelque chose, en lui disant « Oui, toi tu es comme ça, elle va toujours dire « Oui, mais moi je suis comme ça, mais pas les autres femmes. » C'est-à-dire qu'en fin de compte,
il y a une sorte, ce qu'on appelle la... il y a chez les Juifs, on parle de la haine de soi. C'est-à-dire que le groupe auquel le groupe auquel on appartient ne s'aime pas lui-même, ne s'apprécie pas lui-même. Et donc, être renvoyé à ce groupe-là, ça fait problème. Tu vois ce que je veux dire ? Être renvoyé à un groupe d'appartenance qu'on n'assume pas complètement, ça fait problème. Et à ce moment-là, on se réfugie dans une sorte de discours individualiste en disant « Ah oui, mais de toute façon, moi je suis un individu, je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit, je ne suis pas une femme, je suis Véronique machin ou machine, et puis voilà, et je ne veux pas qu'on essaie de me comprendre à travers la grille du féminin, ou inversement d'ailleurs. » Bon, alors moi je considère que c'est très important. Alors ça c'est un autre facteur que j'aimerais signaler, à savoir qu'on ne peut pas dissocier la personne de son groupe d'appartenance. C'est-à-dire que la question de l'individuation, par exemple si je prends ton cas... Là tu parles de sexe, féminin, masculin. Groupe d'appartenance, c'est ce que tu viens de dire. Oui, mais ça pourrait être par exemple aussi les Africains, les Asiatiques, les Juifs, okay. Les Anglais, voilà. En fin de compte, il y a un poids sociologique qui est à l'arrière-plan du développement personnel et psychologique. Et on ne peut pas véritablement... Bon, nous, le problème d'être étranger dans son pays, d'être déraciné, etc., ça pose d'autres problèmes, etc. Donc... alors les astrologues, eux, ils ont tendance, avec l'histoire du thème natal, à ne pas s'intéresser à des phénomènes de société, à des phénomènes collectifs. Et je dirais même plus, je dirais que souvent, on va à l'astrologie parce que, justement, on ne veut pas entendre parler de certain nombre de dualités. Par exemple, quelqu'un qui n'aime pas la dualité masculin-féminin, eh bien, il va dire, moi, je préfère parler des zodiaques, je préfère parler des planètes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un groupe de substitution. Donc, je ne veux pas, je m'assume pas dans la catégorie XY, mais je préfère, c'est moins pénible. Alors, on retourne à la psychanalyse, c'est moins pénible pour moi de me classer dans les béliers ou les scorpions ou les martiens ou les neptuniens que de dire que je suis une femme ou que je suis juif ou que je suis n'importe quoi. Ouais, parce que dans l'idée, je sais pas, j'entends ce que tu dis, j'essaye de voir qu'est-ce que ça pourrait entraîner, parce que puisque l'astrologie c'est pour toi, enfin, ce que tu viens d'exposer, c'est donc ce découpage cyclique, ce découpage aussi ethnique, d'accord ? Et bien, effectivement, je pense qu'il y a des personnes qui ne pensent absolument pas comme toi. Ils pensent qu'effectivement, l'astrologie, ça leur permet d'avoir une vision moins réduite, moins autodéterminée de leur personne. Oui. C'est pour ça que je te dis, pour moi, c'est au contraire une fuite en avant, c'est une façon de fuir. Moi, par exemple, je pense que quand j'ai commencé l'astrologie, quand j'avais 18-19 ans, je ne m'intéressais pas tellement à l'autre sexe, par exemple, des choses comme ça, et que c'est une autre catégorie qui me parlait plus. Les catégories astrologiques me parlaient davantage que les catégories masculin-féminin. Et quand j'ai redéveloppé ma relation avec des femmes, ce besoin de l'astrologie a disparu. Donc c'est quand même assez suspect quelque part. Hein. Toute forme de... C'est ton approche à toi. Oui, voilà. Si on peut dire. Oui. Ah oui. Mais je pense que ça concerne beaucoup de monde. Donc on peut très bien comprendre pourquoi les personnes... moi, j'ai toujours été paradoxalement très méfiant envers toute forme d'individualisme, tant qu'il n'est pas... Alors, bien qu'en même temps, j'ai une pensée assez originale, mais... il n'y a pas que la pensée. Hein. Comment ? Il n'y a pas que la pensée. Oui, enfin, je veux dire que je pense que néanmoins, par exemple, on ne peut pas appréhender une personnalité quand on ne connaît pas les codes du groupe auquel il appartient. Oui, ça, je te l'ai déjà entendu dire. Voilà. Donc ça me paraît important. Donc finalement,
aucune personne, même, par exemple, si on prend par exemple même des génies comme Beethoven, si on ne connaît pas la tradition de la musique européenne, on ne peut pas apprécier son génie véritablement. Et, ou un peintre comme Picasso ou comme Manet, ça ne fait sens que pour les gens qui connaissent une certaine histoire, une certaine culture, etc. Alors là-dessus, je suis d'accord. Voilà. Donc, mais parce que tu parles d'un artiste, parce que tu parles d'un musicien, tu parles, oui. Non, mais je veux dire que c'est, on ne peut pas être, c'est ce qu'on appelle être un connaisseur. Oui, un connaisseur, un initié. Par exemple, si je ne connais pas les vins, tu me donnes un verre de vin, je n'ai rien à te dire sur ce vin. Oui, je suis d'accord. Hein, je n'ai rien à te dire, je ne peux pas te dire si c'est un bon vin ou un mauvais vin, parce que je n'y connais rien. Donc, ça montre bien que un viticulteur qui se fatigue à faire un bon vin, il peut pas le proposer. Il y a une fameuse expression dans l'Évangile, ne donne pas des perles au pourceau. Ouais, je sais. Ça veut tout dire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas donner quelque chose à des gens qui ne sont pas prêts à le recevoir. Et alors justement, ce genre de choses peut beaucoup choquer, ce que tu viens de dire. Oui. Ce sont des mots qui peuvent absolument choquer, qui dans certains milieux sont vraiment reconnus comme des outrages. D'accord ? Voilà, donc c'est pour ça que je te dis, s'il y a une transmission à faire par rapport à l'astrologie, il faut essayer de trouver un vocabulaire qui ne heurte pas. Peut-être. Mais là, on dépasse un peu le champ de l'astrologie. Oui, on est d'accord, mais bon, je te fais une petite remarque. Il y a pas de pédagogie. Voilà. Dans un premier temps, là, je suis en train de. Non, j'ai bien compris. Ma pensée, mais effectivement, on peut la nuancer, à condition quand même de trouver d'autres façons de le dire. Mais tu es la bienvenue si tu peux reformuler certaines choses. D'ailleurs, c'est bien justement ça, on parle de rapport entre masculin et féminin. Ben voilà, effectivement, il y a un moment. C'est disons une expérience personnelle aussi. D'accord. Si on peut transposer autrement, parce qu'on ne sait pas toujours à qui on s'adresse. Oui, bien sûr. Et là-dessus, c'est le miroir de ce que tu viens de dire en disant il faut savoir il faut connaître les codes des gens auxquels tu t'adresses. Oui, voilà. Là-dessus, je suis d'accord. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, donc, je note chez des. Si on revient à la question de la Bible, justement, alors, oui, si on revient à la question de la Bible, c'est très ambivalent dans la Bible. Alors, il y a le problème de l'androgyne, déjà, parce que quelque part, on considère que Adam, quand on dit qu'Adam a été créé à l'image de Dieu, c'est un androgynat, masculin et féminin. Il semble qu'il y a eu un débat théologique sur le fait que savoir si Dieu était un ou s'il était masculin et féminin. Donc ça c'est un débat. C'est pour ça que dans les croyances juives, on répète tout le temps Dieu est un, mais ça ne veut pas dire qu'il est le seul Dieu. Ça veut dire qu'il est le seul Dieu, mais en plus il est un seul. Il est un seul. Or, quelque part, il y aurait des tendances à penser que si Dieu a créé Adam à son image, homme et femelle, c'est que lui-même est aussi masculin et féminin. À son image, oui. Donc il y a un débat. Homme et femme, pas homme et femelle. Hein. Voilà, c'est masculin et féminin. Voilà. Oui. Bon, donc effectivement, il y a un débat. C'est parce que et dont on ne se rend même pas compte. Ouais. On dit Dieu a créé Adam à son image, masculin et féminin. Donc lui-même le serait. Et il y a un débat théologique là-dessus qui est d'ailleurs plus ou moins enfoui. Dans la plupart des juifs n'ont aucune conscience. Ils n'arrêtent pas de leur prière de dire que Dieu est un, mais ils ne savent même pas ce que ça signifie. Mais il y en a beaucoup, dans toutes les religions, c'est la même chose. C'est-à-dire ce que tu dis pour les juifs est valable pour les catholiques, les musulmans, etc. Hein. Je veux dire, c'est... Alors, il y a un autre sujet qui est très intéressant, qui va dans le même sens, mais qui va peut-être choquer aussi certaines sensibilités. C'est, qui nous renvoie d'ailleurs à l'astrologie, tu as probablement entendu parler du tétramorphe. Le tétramorphe, tu sais, c'est ce qu'on appelle l'axe des fixes. Ah oui, ok, ça. Oui, je sais, oui, ça je sais.
homme, verso, bon. Ouais, je sais. Qu'on retrouve sous une forme un peu différente, puisque normalement on dit c'est l'aigle et pas le scorpion. Vous avez entendu parler de ça peut-être? Si, oui. Dans Ouais. le livre d'Ézéchiel, Ouais, ouais. oui, en réalité, et on le trouve aussi d'ailleurs dans la lame du tarot, Le Monde. Tout à fait, oui. Donc qu'est-ce que sont ces personnages? Qu'est-ce que sont ces personnages? L'aigle, le lion, l'homme et le bœuf. Alors, la grande question qui se pose, ma chère Véronique, c'est que qu'est-ce que vient faire l'homme là-dedans? Parce que finalement, ce sont plutôt des êtres qui se tournent autour de l'homme. Alors qu'est-ce que c'est que cet être qui tourne autour de l'homme, mais qui n'est pas l'homme, et qui a pourtant la tête d'un homme? Voilà, c'est une grande question qui se pose. On dit par exemple que le sphinx a une tête de femme. Il y a une question de dire est-ce que dans ce tétramorphe, celui qu'on appelle l'homme n'est pas plutôt une femme? Qu'est-ce que comprendrait? Puisque si on lit les 10 commandements, il y a 2 fois on dit tu respecteras le Shabbat, y compris ceux qui sont dans ta maison. C'est-à-dire ceux qui sont dans ta maison, c'est-à-dire aussi bien les êtres humains que les animaux. Et il y a un autre commandement qui dit tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin ni tout ce qui lui appartient. Donc dans les 10 commandements, on s'adresse à des hommes en fait. Et si on ne s'adresse pas à des hommes, on ne dira pas tu ne prendras pas la femme de ton voisin. Parce qu'à ce moment-là, si on s'adresse à des femmes, on dira tu ne prendras pas l'homme de ton voisin. Donc ça ne veut rien dire. Donc finalement, c'est pour dire à quel point. Alors donc voilà, donc effectivement, moi j'ai introduit la notion de subconscience. La notion de subconscience, c'est-à-dire tout ce qui va nous décharger. Voilà. Tous les processus, moi je dis par exemple notre corps, notre appareil digestif, tout ça c'est de la subconscience. Ça n'a rien à voir avec le subconscient freudien. Oui, j'ai compris. C'est de la fonctionnalité. Tout à fait. Et il y a 2 types de subconscience. Il y a ce qui est en nous et qui nous décharge d'avoir à y penser, en quelque sorte, tous les processus circulatoires, vasco, etc. Mais il y a aussi la subconscience extérieure, par exemple les animaux qui nous aident à cultiver, à labourer le champ, etc. Et éventuellement, et c'est là qu'il y a un problème qui pourrait évidemment se gêner, on peut se demander si les femmes ne font pas partie de cet environnement de l'homme. Voilà. Qu'on retrouve justement dans la Genèse au chapitre 2, quand on dit Dieu donna une femme à l'homme pour compléter, etc. Mon cher Jacques, tu aurais dû vivre dans les 2 ou 3 siècles avant. Non, on est en train de se poser des questions d'exégèse. Oui, mais parce que ce que tu dis dans plein de sociétés, il y a 2 siècles, on vivait comme tu dis. La femme était l'environnement de l'homme. Mais la question est... Alors là, la question pas d'accord? La question est de savoir si ça a vraiment changé. Moi, je ne suis pas convaincu que cela ait changé. Oui, alors peut-être que ça n'a pas changé, mais il ne le dit pas à tout le monde. Comment? Il ne le dit pas à tout le monde. Oui, d'accord, mais je ne pense pas que ça ait changé véritablement, malgré les apparences. Bon, mais voilà. D'ailleurs, d'une manière générale, je ne pense pas que les choses changent de toute façon. Elles évoluent? Elles évoluent? Non, je pense que c'est la conscience qui change. Les choses ne changent pas, mais la conscience qu'on en a peut changer. Et c'est déjà très important. Ce qu'on appelle l'évolution de la conscience. Pour parler d'expression qui est à la mode. Mais oui. Je veux dire que le problème, c'est d'avoir une vraie conscience de ce qui se passe, mais c'est pas de changer ce qui se passe. Oui, c'est sûr que dans certains milieux, ce que tu dis est toujours valable. Bon, on peut en avoir une discussion à ce sujet. Dans quel milieu c'est valable ou pas valable? Moi, je dis que... Partout, toi tu dis partout. Oui, et je dis aussi que, par exemple, la machine fait partie de notre environnement. Ah, la fameuse machine. La machine fait partie de notre environnement, elle fait partie de notre subconscience extérieure. Effectivement, tout ce qui vient à l'aide de l'homme, qui vient à l'aide, alors soit à l'intérieur de lui, par ses mécanismes subconscients, soit à l'extérieur de lui, en apportant des éléments qui viennent le compléter ou le multiplier ou le prolonger,
l'aider en quelque sorte. Tout ça fait partie. L'homme est au centre d'un système. Il est à la fois, alors l'homme conscient, moi je suis conscient, je suis au centre d'un système. D'un côté, j'ai mon propre système intérieur qui est subconscient, qui fonctionne tout seul. De l'autre côté, j'ai un système qui met autour de moi qui également vient me compléter et vient me prolonger. Moi, je suis entre les deux. Je suis entre ces deux subconscients. Et la femme fait partie de... elle n'est pas en moi, donc elle est à l'extérieur de moi, mais elle joue dans une sorte de symétrie par rapport à... c'est l'autre pôle du subconscient. La subconscience que j'ai dans mon corps et la subconscience que j'ai à l'extérieur de mon corps, etc. Moi, je dis ça comme ça. Pourquoi? Donc finalement, ce qui est important, c'est la conscience. Il y a deux théories. Il y a des gens qui pensent, voilà, de toute façon, je ne dis pas que je n'ai pas l'intention de te convaincre pour toutes sortes de raisons. Non. Mais je n'entends pas être convaincu, je t'écoute avec attention. C'est la dialectique entre ce que je peux faire et ce que je veux faire. Oui. Je pense que l'autre jour j'ai écouté une émission sur Hannah Arendt, Aussi. qui est une grande philosophe juive. Oui, je connais. Et elle disait des choses très très remarquables. Et notamment, elle a employé une expression, tu as peut-être écouté la même émission que moi. Elle dit que nous sommes dans une situation intestate. Pardon? Intestate. Oui. C'est-à-dire que ce que nous recevons, ça n'a pas été explicité. Quand on dit que quelqu'un est mort intestate, c'est-à-dire qu'il n'a pas laissé de testament. Oui. Donc elle dit, nous n'avons pas reçu de testament, donc nous ne savons pas exactement quelles sont les bases sur lesquelles nous fonctionnons, et donc nous sommes totalement libres de penser et de nous projeter dans l'avenir. Voilà. Donc finalement, elle fonde la capacité de construire l'avenir sur notre ignorance du passé. C'est remarquable, cette façon de fonctionner. Le passé, je ne le connais pas. En revanche, l'avenir, je peux le construire. Donc voilà. Ah, c'est fini. Pardon? Non, mais on va pouvoir le recharger. Il suffit de se mettre près d'une prise de courant. Tu veux voir quelque chose?